Quel est le problème? La répartition asymétrique de la puissance entre les vainqueurs de 1945, rejoints par l'Allemagne et le Japon, et les autres pays du monde, est aujourd'hui contestée. Même si la disparition de cette domination n'est pas pour demain. Par ailleurs, nombre de groupes dans le monde croient que la mondialisation pourrait être stoppée, même si c'est illusoire. Enfin, d'autres groupes encore croient impossible de changer le monde sans en terroriser ceux qui le dominent, même si c'est contre-productif. La première source de mécontentement se traduit par des demandes de révision des arrangements institutionnels et des accords multilatéraux existants. La seconde nourrit les forums sociaux qui se multiplient dans le monde, elle alimente au sein des ONG une nouvelle forme d'activisme. La troisième agit clandestinement, elle se reproduit de façon tentaculaire et se dissémine partout, avant d'être chassée de ses repères et obligée d'en trouver d'autres. Les trois exigences de réforme du monde véhiculent la même demande d'égalité. Égalité entre les États, égalité entre les humains, égalité entre une religion et une autre. Les gouvernements des États révisionnistes veulent obtenir un plus grand pouvoir de décision. Les activistes des ONG adoptent une attitude que l'on pourrait qualifier de militantisme de l'universel. Ils ne luttent contre aucun autre adversaire qu'un processus sans acteurs. Au contraire, les terroristes multiplient le nombre de leurs ennemis, ils sont seuls contre tous. Si les premiers réussissaient, l'ordre mondial serait donc réformé et non pas subverti. Ce qui voudrait dire qu'il serait consolidé et non pas inversé, avec les faibles d'hier en haut et les puissants d'hier en bas. Si les autres l'emportaient, nous entrerions dans une phase de désordre mondial. L'enjeu est donc majeur. Commençons par le révisionnisme. Les gouvernements mécontents des équilibres actuels les contestent, et pas seulement ceux des grands pays dits émergents. Le révisionnisme le plus radical vient des États traditionnellement anti-occidentaux. Ce sont les États que les pays occidentaux désignent du nom de voyous, mais qui sont en réalité tout simplement contestataires. Parmi ces États, citons Cuba, le Venezuela, la Bolivie, la Corée du Nord, l'Iran et la Syrie, auxquels s'ajoutaient autrefois des pays assagis depuis, comme le Vietnam, le Cambodge, l'Irak. On le voit, cette liste ne comprend aucun grand État émergent dont nous examinerons plus tard les positions. Voici un exemple de révisionnisme, l'Alliance des peuples de notre Amérique. Certains de ces pays se sont ligués autour d'une philosophie commune, par exemple le bolivarisme, du nom du général Bolivar, héros de l'indépendance latino-américaine, mort en 1830, dont on voit ici le portrait fier et déterminé. Il s'agit de Cuba, du Guatemala, du Venezuela, de l'Équateur et de la Bolivie. Parlons maintenant des militants de l'universel. Autrefois, les militants politiques étaient partisans. Ils se battaient contre d'autres militants semblables à eux, mais d'idées opposées, des adversaires identifiés. Aujourd'hui, ils se battent contre un processus anonyme, la mondialisation, et leur combat est censé progresser sans cesse. Demain, nous serons donc, selon eux, tous convaincus de la justesse de leurs idées. Il n'y aura pas d'antagonisme entre nous. Cette forme d'engagement s'accompagne d'une conviction participative. Le monde serait meilleur si chacun exprimait son avis, au lieu de déléguer son pouvoir de décision à des élites lointaines. Elle conduit donc tout naturellement aux forums sociaux, aux budgets participatifs, jugés aux antipodes des manières de faire capitalistes et occidentales. Les activistes de cette mouvance viennent de partout. Ils pensent qu'ils construisent un monde plus généreux et plus ouvert. Ils prônent donc une idéologie cosmopolitiste, celle de citoyens du monde qui n'ont pas d'ennemis. Un exemple de cette forme nouvelle de cosmopolitisme est le forum social. En réalité, un mouvement politique qui agrège des revendications hétéroclites, comme on le voit avec les fanions déployés sur cette photo. Ce cosmopolitisme affiche sa préférence pour un autre monde. Il est donc altermondialiste. Il s'érige contre le consensus de Washington sur la manière de gérer les économies et le Forum économique de Davos qui met en présence les grands de ce monde. Avec le terrorisme, nous sommes dans un autre registre qui n'est ni celui de la révision réformiste, ni celui du retour à l'âge d'or de la participation, mais celui de la révolution nihiliste. Il ne faut pas croire que ce terrorisme-là, à portée mondiale, date du 11 septembre 2001. Il est en fait beaucoup plus ancien, comme le montrent ces images. À gauche, la France de 1903, à droite, Oklahoma City en 1995. Ce sont toujours les mêmes objectifs, il faut frapper l'imagination en causant des dégâts considérables. Dans les deux cas, subvention et terrorisme, il y a une composante anarchiste. L'anarchisme, c'est un refus de toute norme et de toute normalité que l'on doit à un auteur déjà ancien, Proudhon, et qui trouve ses racines dans la doctrine d'un philosophe encore plus ancien,
Diogène, dont on disait qu'il vivait dans un tonneau pour ne pas dépendre des règles de la cité. N'obéir à aucune norme qu'à celle dans lesquelles on croit soi-même, c'est la base de la philosophie anarchiste. Il s'agit donc de refuser toute autorité extérieure, en particulier celle qui prétend émettre des normes valables pour le monde entier. Cet anarchisme-là mène à d'autres formes de contestation de l'ordre établi, comme on le voit sur ce graphique. La mouvance anarchique, c'est en effet un ensemble complexe au sein duquel les échanges sont fluides, ce qui en accentue le pouvoir de créer de l'instabilité dans le système. Sans être dominantes, ces attitudes se répandent partout dans le monde. Elles bénéficient en effet de l'affaiblissement des grands mouvements autrefois mobilisateurs du mécontentement et porteurs de revendications réformatrices ou révolutionnaires. Le socialisme, le communisme, le nationalisme, notamment le nationalisme arabe. Mais elles sont à l'inverse soutenues par la montée en puissance d'autres mouvements contestataires de l'ordre établi. Les nationalismes asiatiques, indiens, indonésiens, malais, chinois, et ainsi de suite. Elles sont donc le fruit de deux tendances longues et contradictoires, et par conséquent, ces attitudes sont là pour durer. Le cosmopolitisme se présente sous un jour très critique des idéologies actuelles. Mais il défend l'idée d'un même monde pour tous. Tous les cosmopolitismes ne sont pas hostiles par principe aux gouvernements nationaux ou aux organisations internationales. Au contraire, ils s'appuient sur certains gouvernements favorables à la démocratie participative et au welfare state, comme ceux des pays scandinaves. Le révisionnisme, lui, est un fait de gouvernement. Ce sont des dirigeants d'État et des élites mondialisées qui veulent changer l'ordre du monde. À cette fin, ils doivent d'abord gagner en puissance, économique, politique, militaire, et aussi apprendre les règles du jeu. Il leur faut donc les maîtriser telles qu'elles existent aujourd'hui avant de prétendre les changer. Bref, leur révisionnisme est souvent verbal. Ils haussent la voix pour mieux se faire entendre et contribuent ainsi à renforcer l'ordre qu'ils dénoncent. Restent les tenants de la subversion du système à n'importe quel prix. Ce sont évidemment ceux qui recourent aux moyens les plus illégitimes comme le terrorisme aveugle et massif. Mais ils ne sont pas forcément dangereux pour l'ordre national et international. En effet, l'horreur que suscite leur méthode ne manque pas de coaliser contre eux tout ce que le système compte comme gardien de l'orthodoxie. Ce sont des courants hétérogènes, mais ils sont affectés du même mal. Comme ils sont fondés sur la critique, la contestation ou la haine de l'ordre, ils sont sans cesse dépassés par des mouvements encore plus radicaux. Ils sont ainsi victimes, plus que les partis et les États traditionnels, de factionnalisme et de surenchère. Ce sont des mouvements dépendants aussi. Ils souffrent d'un autre mal. Leurs manifestations publiques exigent beaucoup de moyens, qu'il s'agisse de forums ou de sommets mondiaux, qu'ils organisent ou appellent de leurs vœux, ou de camps d'entraînement, de filières d'exfiltration, de vie dans la clandestinité, de matériaux avec lesquels fabriquer des armes terroristes. Ils sont donc financés, c'est-à-dire contrôlés, voire manipulés par des gouvernements. Ceux-ci leur donnent d'une main en les aidant illégalement, ceux qui leur reprennent de l'autre en se rangeant publiquement dans le camp des forces convenables. Ils sont donc leurs jouets, voire leurs marionnettes, qui doivent cesser d'agir quand ils sont désavoués et privés d'aide. Prenons-en des exemples. Le Brésil soutient les forums sociaux mondiaux, dont le modèle est le système participatif de la municipalité de Porto Alegre. La France soutient les combattants de la liberté, et les États-Unis ont soutenu les combattants islamistes contre les soviétiques en Afghanistan. Certains pays du Golfe soutiennent les djihadistes, dont plusieurs sont leurs ressortissants, comme Ben Laden, et c'est aussi le cas du Pakistan, en Inde et en Afghanistan. En conclusion, l'ordre mondial est de plus en plus contesté sous des formes allant de la plus réformiste à la plus révolutionnaire. Cette révolte se fait au nom d'une plus grande égalité entre les humains et d'une plus grande dignité de toutes les cultures. En créant des zones et des moments d'instabilité accrus, la contestation généralisée pèse sur l'avenir du monde. Toutefois, elle finira à terme par consolider l'ordre que ses leaders prétendent renverser. Il n'est pas facile de changer de système et surtout d'éviter toute hiérarchie sans retomber dans l'anarchie internationale. Le changement passe en réalité par une plus grande participation à toutes les instances de décision, donc un comportement plus civique que révolutionnaire. Merci.